OK, bon après-midi tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Je vais commencer le partage d'écran. OK. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui me demande pour les équipes de TP. Mais ça va se faire à la fin du laïus. Donc, bienvenue au 4e laïus. On va couvrir les lois de distribution, donc les lois que vous voyez à l'écran. Donc, c'est des distributions de probabilité qui représentent la distribution de fréquence de notre variable. Donc, cette distribution va nous permettre de calculer la probabilité qu'une variable qui suivrait cette distribution prenne une certaine valeur. Donc, en fait, ça ouvre la porte à la prédiction et c'est ce qu'on veut faire du côté statistique. Donc, on va couvrir 6 lois, dont les 2 premiers qui sont des lois où la variable X est discrète, donc la loi binomiale et la loi de Poisson. Par la suite, les 4 autres lois, donc la loi normale qui inclut la loi centrée réduite et d'où sont dérivées les 3 autres lois, donc la loi de Kikahi, Fisher et Student. Donc, vous allez voir que la matière est quand même assez théorique de ce laïus. Et c'est en fait des outils, ces lois sont des outils qu'on va utiliser lorsqu'on va commencer les tests statistiques qu'on voit dans la deuxième moitié, dans la deuxième moitié du cours. Et vous allez remarquer que c'est aussi un peu répétitif dans le sens que la même logique est appliquée pour toutes ces lois. Donc, en fait, si vous comprenez la logique une fois, cette même logique va suivre pour les autres lois. Donc, si on commence avec la loi binomiale, donc, c'est la probabilité d'avoir un résultat de réussite ou d'échec. Donc, on a 2 issues dans une expérience qui est répétée à plusieurs reprises. Donc, cette expérience, ça peut être, mettons, une lancée d'une pièce de monnaie. Donc, la réussite, on qualifie de réussite de lancer que la pièce atterrit sur pile et de échec qu'elle atterrit sur face. Ça peut être, par exemple, des naissances. Donc, on peut qualifier de réussite la naissance d'un garçon. Ou, mettons, un lancer de dés qui peut quand même avoir plusieurs résultats, mais lorsque nous, on les définit, ça doit être défini de manière binaire. Donc, c'est-à-dire, ici, la réussite est qualifiée de rouler exactement un 6 et échec, rouler tout autre numéro. Donc, les critères pour cette loi, c'est qu'on a un nombre d'essais fixe. Donc, on peut seulement calculer la probabilité que survient un événement si on a un certain nombre de fois qu'on répète cette expérience. Donc, de manière concrète, pour penser à ça, c'est assez logique que si on lance une pièce de monnaie, la probabilité d'avoir pile est de 50%. Cependant, si on lance une pièce de monnaie 20 fois, la probabilité d'avoir pile au moins une fois s'approche, mais très proche de 100%. L'autre critère, c'est que chaque essai est indépendant, donc un essai n'a pas un effet sur l'essai suivant. Et la probabilité de réussite reste pareille pour chaque essai, donc à chaque fois qu'on fait un essai, la probabilité reste pareille. Et la somme des probabilités des réussites et d'échecs, en fait, les 2 événements doivent être mutuellement exclusifs, ce qui fait que lorsqu'on fait la somme de la probabilité des réussites et des échecs, elle est égale à 1. Donc, la loi binomiale, comment est-ce qu'elle fonctionne avec R? Donc, c'est la fonction P binôme ou D binôme. Donc, on va voir la différence entre P binôme et D binôme dans la prochaine diapo. Mais les arguments de chacune de ces fonctions sont assez similaires. Donc,
le premier argument, c'est Q, qui est le nombre de succès. Donc, ça va être déterminé par nous. Le prochain argument, c'est le nombre d'essais, donc le nombre de fois qu'on va répéter l'événement. Le troisième argument, c'est la probabilité, donc la probabilité de l'événement qualifié de succès. Et finalement, pour P binôme seulement, il y a l'argument lower tail qui peut être soit lower tail qui est égal à true ou false. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire lower tail égale true, c'est que la fonction va calculer la probabilité d'obtenir de 0 à x succès, donc incluant le x. Tandis que lower tail égale false, ça va calculer la probabilité de x plus 1 à n succès. Donc, on va revenir à ça aussi dans les prochaines diapos. Donc, mettons l'exemple, le graphique que vous voyez ici. Si on lance une pièce de monnaie 6 fois, la probabilité d'avoir pile, donc la probabilité ici serait de 0,5 parce qu'on a 50% de chance chaque fois qu'on lance la pièce de monnaie d'avoir pile. Et ce qui est représenté par ce graphique, c'est que si on lance la pièce de monnaie 6 fois, le plus probable, c'est qu'on va avoir 3 fois pile, étant donné que notre probabilité est de 50%. Mais ce n'est pas impossible d'avoir tout le temps pile, donc le 6 ici, ou d'avoir jamais atterri sur pile, donc le 0 ici. Mais c'est des probabilités qui sont moins grandes que, mettons, atterrir sur 3 fois sur pile ou même 2 ou 4 fois. Donc, si on poursuit, donc, c'est quoi la différence entre D binôme versus P binôme? Donc, ici, on a simplement généré une distribution binomiale en utilisant une fonction qui génère des chiffres aléatoires. Donc, on est allé chercher 1000 observations dans un échantillon de 100 où la probabilité de réussite est de 0,3. Donc, ce n'est pas très important de savoir comment la distribution est générée, mais ce qui est plus important, c'est vraiment de savoir la différence au niveau de D binôme et P binôme. Donc, ici, on voit que des binômes, ça donne, en fait, c'est représenté par la barre en bleu. Donc, ça donne la probabilité que la variable binomiale prend une certaine valeur. Par exemple, ici, la probabilité que la variable prend exactement la valeur 30, elle est calculée par cette commande que vous voyez à l'écran. Donc, 30 qui est notre nombre de succès, la taille de notre... en fait, le nombre d'essais est de 100 et la probabilité est de 0,3. Donc, la probabilité que la variable prend exactement la valeur 30 est de 8,67%. Et c'est ce qui représente la barre en bleu ici. Donc, ça représente tous les échantillons où il y avait 30 succès. Donc, ça représente toutes les fois où notre variable a pris exactement la valeur 30. Tandis que P binôme, c'est une fonction de probabilité cumulative. Donc, ça nous indique la probabilité qu'une variable qui suit une distribution binomiale prend une valeur qui est moins ou égale à une certaine valeur. Donc, la probabilité que notre variable qu'on a générée de façon aléatoire ici prend une valeur égale à 30 ou moins dans notre échantillon ici est de 54%. Donc, c'est ça qui est représenté par toutes les barres en bleu ici. Donc, par la suite, donc, on a vu que des binômes, il n'y avait pas l'argument lower tail. Cependant, le P binôme a l'argument lower tail égal qui peut soit être true ou false. Par défaut, dans R, lower tail est égal à true. Donc, si vous mettez rien,
et que vous utilisez P binôme, ça va mettre lower tail égale true. Donc, ce que lower tail égale true veut dire, c'est que ça va prendre les probabilités de 0 à x. Donc, votre x qui est le 30 ici. Tandis que si vous mettez lower tail égale false, ça va prendre les probabilités cumulatives, bien sûr, de x plus 1. Donc, ici, ça serait de 31 à n. Donc, comme vous voyez, cette probabilité avec lower tail égale false peut aussi être obtenue en faisant simplement 1 moins la valeur que vous avez obtenue avec lower tail égale true. Étant donné que l'air, parce que dans le fond, ce que les probabilités représentent, c'est l'air sous la courbe et l'air total sous la courbe ici est égal à 1. Donc, on va faire un exemple. Donc, il y a une enquête qui a été faite en 2001 en Caroline du Nord qui a relevé que 85,8% des naissances arrivaient à terme. Donc, une naissance qui arrive à terme, c'est à partir de la 37e semaine de gestation. Donc, calculer la probabilité que sur 25 naissances, exactement 16 soient à terme. Donc, ici, on nous fournit la probabilité, on nous fournit le nombre d'essais, donc le 25, et on nous fournit notre x qui est ici 16. Donc, et comment est-ce qu'on choisit si on utilise P binôme ou D binôme? C'est en fait le mot exactement nous guide ici vers le D binôme car on cherche à savoir la probabilité seulement pour avoir 16 naissances à terme sur 25 naissances. Donc, dans la fonction des binômes, on va insérer les arguments pertinents. Donc, ici, c'est 16,25, la probabilité qui est de 0,858. Et ça nous sort une probabilité de 0,4%. Donc, est-ce que si je vous demandais de calculer la probabilité d'avoir exactement 16 ou 20 naissances à terme, dans ce même exemple, comment est-ce que vous avez une idée de comment procéder? OK, il y a Mina qui écrit P binôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, addition de D binôme. Oui, dans le fond, D binôme 16. Oui, exactement. Donc, Eamon a écrit en fait la somme de D binôme, le D binôme que vous voyez à l'écran ici, plus D binôme, mais ça serait 20 au lieu de 25 parce que j'ai demandé pour 20 naissances, donc 20,25,0,858 pour la probabilité. Donc, on ferait la somme des deux probabilités. Parce que ce qui nous intéresserait avec cette question, c'est d'avoir la probabilité d'avoir exactement 16 ou 20 naissances à terme. Donc, un deuxième exemple avec la même situation. Donc, calculer la probabilité que sur 40 naissances, au moins 38 soient à terme. Donc, ici, le nombre de succès, on veut 38 naissances à terme. Le nombre d'essais est de 40 naissances. Et la probabilité de l'événement qualifié de succès est toujours de 85,8%. Cependant, le mot « au moins » ici est très important parce que ça va nous indiquer qu'on recherche au minimum 38 naissances à terme, mais on peut dépasser 38. Donc, c'est
là qu'on implique la fonction p-binôme. Donc, on va employer cette fonction et avec lowerTel égale false. Parce que ici, on peut, on cherche le minimum, mais on peut dépasser le 38 aussi. Donc, on peut aller jusqu'à, sur 40 naissances, on veut au moins 38, donc on cherche pour 38, 39 et 40, dans le fond. Donc, lorsqu'on met lowerTel égale false, c'est bien important de mettre un X qui est de 37 ici, parce que lowerTel égale false commence à X plus 1. Donc, si on veut inclure le 38 dans le calcul de probabilité, il faut mettre le 37 ici et non pas le 38. On pourrait aussi faire 1 moins p-binôme 38,40,0,858 lowerTel égale true. Donc, si on fait 1 moins cette même commande avec le 38 ici et lowerTel égale true, ça nous donnerait également la même probabilité. Donc, une troisième question avec ce exemple. Donc, calculer la probabilité que sur 1000 naissances, au maximum 150 soient prématurées. Donc, ici, on a deux façons de procéder. En fait, dans plusieurs exemples et dans plusieurs exercices, il y aura plusieurs façons de les compléter. Donc, la première option, c'est de dire qu'on va retourner la question en disant que la probabilité que sur 1000 naissances, au moins 850 soient à terme. Donc, on a simplement pris, on a fait 1000 moins 150 pour trouver notre 850. Donc, si ça, c'est le cas, si on interprète la question comme ça, notre X va être 850, notre taille va toujours demeurer 1000. La probabilité d'avoir notre nombre de notre X, dans le fond, la probabilité que l'événement qualifie de succès, donc ici, on qualifie de succès de la naissance à terme, est de 85,8. Et on met lowerTel égale false parce que, encore une fois, on veut au moins que 850 soit à terme. Donc, on met p-binôme et on commence par 849 pour inclure notre 850. Puis, on met notre taille, la taille, le nombre d'essais dans le fond, la probabilité et lowerTel égale false qui nous sort 78%. L'autre façon d'interpréter cette question, c'est vraiment comme elle est écrite dans le fond. Donc, avoir au maximum 150 bébés prématurés. Cependant, si on l'interprète comme ça, il faut aussi calculer la probabilité d'avoir une naissance prématurée. Parce que là, ce qu'on avait ici, le 85,8, correspondait à avoir une naissance à terme. Donc, on fait 1 moins cette probabilité de 0,858 qui nous donne une probabilité de 14,2%. Donc, notre nombre de succès est de 150, la taille, le nombre d'essais est de 1000 et la probabilité, c'est celle qu'on vient de calculer, donc 14,2. Et ici, on a le mot au maximum, donc on veut de 0 à 150. Donc, étant donné que on veut au maximum 150 naissances prématurées, on va utiliser lowerTel égale true. Donc, c'est avec cette commande dans R que vous voyez à l'écran qu'on calcule cette probabilité qui nous donne exactement la même réponse que la première façon de le faire. Donc, la diapo, en fait, cette diapo sert uniquement d'illustrer davantage
ce que signifie le lower tail. Donc, quand on disait lower tail égale false pour les 850 naissances à terme, ça signifie qu'on voulait au moins 850 naissances, mais on peut aller jusqu'à 1000. Et lorsqu'on voulait au maximum 150 prématurés, c'est la même chose qu'on dit au maximum, mais on veut, c'est en fait notre limite supérieure. Donc, on va aller chercher toutes les probabilités cumulatives qui sont encadrées dans cette boîte bleue. Par la suite, la deuxième loi pour les variables discrètes, c'est la loi de Poisson. C'est en fait une dérivée de la loi binomiale, et c'est lorsque le n tend vers l'infini, donc le n devient très grand, et la probabilité se rapproche à 0. Donc cette loi, ça a été développée pour des cas rares, comme les maladies génétiques ou pour caractériser les mortalités infantiles. Et en fait, c'est utilisé en écologie pour certaines espèces qui sont des espèces indicatrices. Et lorsqu'on fait un recensement dans une forêt pour chercher une espèce rare, mais qui est caractéristique de l'environnement. Donc, encore une fois, la loi de Poisson qui comporte des arguments très similaires à la loi binomiale et qui a également le P-poids comme le P-binôme et le D-poids comme le D-binôme. Donc, les arguments de ces deux commandes dans R sont le Q, qui est le nombre de succès, le lambda, qui est ici la probabilité de l'événement qualifié de succès fois le nombre d'observations. Donc, ouais, c'est ça. Et le lower tail égale true ou false, qui demeure, qui retient toujours la même signification. Donc, on va faire un exemple. Donc, la prévalence de la sclérose latérale amyotrophique, donc la maladie de Lou Gehrig au Canada est environ 0,001%. Donc, la probabilité est obtenue en divisant ce pourcentage par 100. Donc, à l'aide d'une distribution appropriée aux événements rares, calculer la probabilité de rencontrer exactement 6 malades sur un échantillon aléatoire de 3000 personnes. Donc, ici, lorsque, premièrement, on voit le mot exactement, donc on sait tout de suite qu'on va employer la fonction des poids et non pas p-poids. Et donc, le nombre de notre x est en fait de 6. Le lambda, c'est la probabilité multipliée, la probabilité de l'événement qualifié de succès multipliée par la taille de l'échantillon. Donc, ici, c'est cette probabilité fois 3000. Et il n'y a pas de lower tail parce qu'on utilise des poids. Donc, c'est simplement des poids 6, lambda qui est... Mais en fait, lambda, c'est l'objet qui contient cette multiplication. Donc, ça nous donne 9,82 fois 10 à la moins 13. Donc, en fait, lambda ici, ça sert à résumer en fait la moyenne et la variance, car étant donné que notre probabilité est très proche de 0. Donc, quand cette probabilité est très proche de 0, l'événement qualifié d'échec, donc étant donné que c'est en binaire, donc il y a l'événement qualifié de succès ou de réussite et l'événement qualifié d'échec est très proche de 1. Donc, ces lois sont des lois discrètes, donc la loi de Poisson et la loi binomiale, où n et le x, donc l'échantillon et le x, le nombre de succès, sont tout le temps des nombres entiers. Donc ici, il y a un deuxième exemple. Donc, on veut calculer la probabilité de rencontrer plus de 5 malades sur un échantillon aléatoire de 144 000 personnes. Il y a une question. Est-ce qu'on doit faire un objet lambda dans cette fonction ou on peut juste
mettre la multiplication dans la fonction. Vous pouvez mettre la multiplication directement dans la fonction. Souvent, pourquoi on aime faire les choses en étapes, et ça, c'est pour toutes les commandes en R, c'est pas juste pour les probabilités, c'est que ça nous garantit, en fait, ça nous permet d'avoir un feedback à chaque étape pour voir s'il y a une erreur dans le fond, parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver une erreur dans une longue commande que lorsque on l'a fait en étapes. Mais ici, c'est assez simple, donc vous pouvez mettre la multiplication directement dans la commande. Donc, on cherche ici la probabilité de rencontrer plus de 5 malades. Donc, déjà, ça nous dit qu'on va utiliser P poids et non pas des poids. Et on a la taille de notre échantillon. Donc, ça va nous permettre de calculer le lambda. Donc, on va multiplier le 144 000 avec la probabilité. Et le 5, ici, on va mettre, ici, ça demande plus de 5 malades. Donc, on peut mettre le 5 directement dans la commande, même si lower tail égale false, parce que quand c'est formulé de cette manière, ça veut dire 6 malades ou plus. Donc, ici, on n'a pas besoin de faire x-1 parce que, à cause de la façon que la question est formulée. Donc, ça nous donne une probabilité de 0,3%. OK. Maintenant, on va faire les lois, en fait, où x est continu. Donc, on va commencer avec la loi normale, qui est aussi appelée la loi de Gauss ou la loi en forme de cloche. Donc, en fait, cette distribution de cette loi, on est censé de la retrouver dans la nature, dans les processus biologiques. Et en fait, c'est ce qui est retrouvé le plus souvent dans les processus biologiques. Et elle est définie par lorsque n tend vers infini et la probabilité est proche de 0,5. Et évidemment, un x est quantitatif continu. Donc, c'est en fait la limite de la loi binomiale. Donc, la courbe est symétrique, elle est centrée sur la moyenne, donc mu. En fait, il y a deux paramètres qui sont nécessaires pour cette loi normale, qui est dérivée de la loi binomiale. Donc, la moyenne se retrouve au milieu. Et chaque fois que j'additionne deux écarts-types, donc ici, un écart-type de chaque côté, donc je me retrouve avec 68,26% de probabilité ici. Et là, si je continue ainsi de suite, j'augmente le pourcentage de probabilité inclus sous la courbe de ma loi. Donc, lorsqu'on est rendu à 3 écarts-types, on est à 99,72% et c'est toujours par rapport à la moyenne mu. Donc, la courbe est symétrique de part et d'autre de la moyenne et donc il y a deux points d'inflexion qui correspondent plus ou moins à un écart-type de part et d'autre de la moyenne aussi. Et en fait, la hauteur de cette courbe est définie par l'écart-type, donc le sigma ici. Donc, plus il y a de dispersion dans les données, plus la loi normale sera étalée et donc elle sera moins haute. Et lorsque la dispersion est très faible, on aura une loi très proche de la valeur centrale et une hauteur très haute. Donc, ici, en fait, c'est pour représenter l'aire sur la courbe qui représente nos probabilités et l'aire sur l'aire totale est en fait égale à 1. Ici, le symbolisme est important. Donc, xi, c'est une variable. Et lorsqu'on dénote la partie, donc xi, c'est la valeur ici, donc c'est notre variable. Et lorsqu'on trouve la partie qui correspond à la partie plus petite que xi, c'est celle en bleu. Donc, là, c'est la probabilité d'avoir plus petit que xi. Et en vert, c'est la partie plus grande que notre variable xi.
Et ce qu'on cherche souvent, c'est la probabilité qu'une variable x prenne une valeur plus petite ou plus grande qu'une certaine valeur xi. Et elle s'obtient en calculant l'aire sous la courbe. Et donc, ici, on a simplement dénoté que la probabilité d'avoir exactement xi correspond à 0. Donc, la fonction en R qui permet de faire ça, c'est pnorm. Et les arguments qui sont nécessaires à utiliser dans cette fonction, c'est le Q, qui est le seuil ou la valeur critique, la moyenne et l'écart type de vos données, et lower tail. Donc, ça va vous fournir l'aire sur la courbe qui correspond à votre probabilité alpha. Donc, par défaut, si vous mettez pas de moyenne ou d'écart type, R par défaut va faire les calculs en fonction d'une moyenne de 0 et un écart type de 1. Donc, ça correspond à la loi normale centrée réduite. On va voir ça tantôt. Et il n'existe pas de d-norme, pas de commande de densité, car c'est une loi pour les variables continues. Donc, si on fait un exemple, donc, ici, on a les résultats d'une enquête portant sur la pulsation cardiaque en battements par minute et le degré de stress, donc qui est estimé sur une échelle de 1 à 100, 100 étant la valeur la plus élevée, chez des adultes hommes et femmes qui se déclarent sportifs ou non. Donc, ici, on a importé le fichier sport.txt. Donc, question pour vous. Comment est-ce qu'on importerait un fichier, un tableau dans le fond, qui contient seulement des titres de colonnes? Si on veut l'importer dans un objet qui s'appelle sport. Vous pouvez soit l'écrire dans le chat ou le dire de vive voix. OK. Dans le fond, tout ce qu'on demande, c'est... Ouais, OK. Donc, sport égale read.table, entre parenthèses, guillemets, sport.txt, virgule header égale true. Oui, c'est bon. La réponse de François, c'est bon. La réponse de Eamon, elle est bonne, sauf que ça va simplement vous afficher tout le tableau. Vous n'aurez pas, si vous ne mettez pas l'objet sport en premier qui contient votre tableau, vous ne l'aurez pas importé dans un objet. Donc, la manipulation des données va être plus complexe après. OK, donc ça c'est quand même une commande de base que vous devriez connaître. Est-ce qu'il y a une question? Il faut mettre un point de sport. Désolée, j'ai pas. Et il faut écrire read.sport, non? Ici. Mais il faut mettre read.table, comme dans le chat, comme François a écrit là. OK, oui, j'ai vu. OK, c'est bon. Et la commande ici qui est utilisée, head, que vous voyez à l'écran, et le nom mais l'objet qui contient le tableau sport, en fait, c'est une commande qui affiche les 6 premières lignes de votre tableau. C'est simplement ça. Donc, pour cette loi normale, il faut calculer la moyenne et l'écart type. Donc, c'est ce qu'on a vu au dernier laïus. Donc, vous pouvez placer la moyenne dans un objet ici qu'on a décidé d'appeler stress.moy. Et l'écart type, c'est la même chose. Donc, vous utilisez la commande SD
et en fait, vous allez chercher la colonne stress dans votre objet sport et vous calculez la moyenne et l'écart type pour cette variable. Donc, si on continue, donc, en considérant que la variable stress est distribuée normalement, donc ça, c'est un des prérequis de l'utilisation de cette loi, c'est que les données soient distribuées de façon normale et habituellement, on va vous l'indiquer dans l'énoncé. Et sur la base des paramètres de ces échantillons calculés plus haut, quelle est la probabilité de rencontrer un sujet dont la valeur de stress est supérieure à? Donc là, vos écarts types et vos moyennes sont déjà dans des objets. Le seuil X est de 65, donc ça nous est fourni. Et lower tail ici est égal à false, étant donné qu'on dit supérieur à 65. Donc on veut en fait 66 et plus. Donc c'est ce qu'on cherche. On cherche la probabilité cumulative d'avoir un individu avec une valeur de stress qui est 66 ou plus. Donc, avec P-norm, on met les arguments suivants. Donc, 65 ici, pas besoin de faire moins 1 à cette valeur, étant donné la formulation de l'énoncé. On met la moyenne, l'écart type et l'ortel égale false. Donc, toujours le même exemple. Donc, quelle est la probabilité de rencontrer un sujet dont la valeur de stress est inférieure à 40? Donc ici, 40, c'est notre seuil. Et on va calculer la probabilité d'avoir une valeur de stress de moins de 40. Donc, c'est en fait la même commande avec P-norm. On met 40, on met notre moyenne, notre écart type. Et ici, lower tail, c'est égal à true parce qu'on cherche inférieur à 40. Donc, on veut de 0 à 40. Dans le fond, ici, vous pouvez, même si, dans les lois continues, lorsque c'est marqué inférieur à 40, étant donné que c'est continu, on ne marque pas ici 39 parce que la variable est continue. Donc, on va jusqu'à 40. Donc, on peut également faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire on peut connaître une probabilité et chercher la valeur ou l'intervalle de valeur qui est associé à cette probabilité. Donc, pour la loi normale, la commande en R qui vous permet de faire ça, c'est QNOR. Et les arguments qui vous sont nécessaires sont la probabilité alpha, donc qui vous sera fournie, la moyenne, l'écart type et lower tail. Donc, lower tail, ça demeure toujours la même interprétation. Donc, si c'est true, on cherche la valeur X associée à une probabilité alpha qui est plus petit ou égal. Ou si c'est false, on cherche la valeur X associée à cette probabilité alpha supérieure. Donc, reprenons l'exemple avec le stress. Donc, si on se pose la question entre quelle valeur de stress trouve-t-on 90% des personnes, donc toujours basé sur la loi normale. Donc, lorsqu'on a 90% des personnes, donc on cherche ce 90% central. Et donc, ça veut dire on veut éliminer les 5% extrêmes inférieurs et les 5% extrêmes supérieurs, donc de chaque barre. Donc, on veut trouver la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, pour commencer, on va trouver la borne inférieure. Donc, c'est avec QNorm. Notre probabilité ici est de 0,05, étant donné qu'on cherche la borne inférieure. Donc, c'est ce qui est représenté par le bleu ici. On met notre moyenne et notre écart type et on met lower tail égale true, car on cherche cette valeur ici qui est la
la valeur critique associée au 5% de stress le plus 5% de stress inférieur dans notre distribution. Donc, qui nous sort 24,52. On peut également le faire avec lower tail égale false, donc c'est l'inverse dans le fond. Donc, toujours la commande Q-norm, 0,95. Donc, on va prendre en compte tout ce qui est en rouge ici. On met la moyenne et l'écart type. Et on met lower tail égale false parce qu'on cherche la valeur critique associée au 95% supérieur, donc qui est à droite. Et ça nous fournit la même borne inférieure dans les deux cas, peu importe la commande qu'on utilise. Donc, pour trouver la borne supérieure, c'est le même raisonnement. Donc, il y a encore deux façons de le faire. Donc, avec Q-norm, on met 95% et lower tail égale true, donc les valeurs critiques. Donc, en fait, on cherche ce XI ici. Donc, les valeurs critiques associées aux 95% inférieurs, dans le fond, les premiers 95%. Et donc, ça nous donne 73,40. Ou on peut faire les 0,05% supérieurs de notre distribution avec lower tail égale false, donc c'est ce qui est en rouge ici, et avec les mêmes paramètres de moyenne et d'écart type. Donc, ça nous donne la même valeur de 73,40. Donc, ça correspond à la valeur critique d'avoir le 5% supérieur. Et la façon d'écrire la réponse serait comme c'est représenté à l'écran, donc avec des parenthèses carrées. Donc, la valeur se situe, en fait, on cherchait les 90%, l'intervalle de stress où se situe 90% des individus se situe entre 24,52 et 73,40. Et si je vous demande, c'est quoi la probabilité de trouver quelqu'un qui a exactement une valeur de stress de 53,22? Je pense que vous l'avez vu dans le cours théorique. Donc, vous pouvez soit me répondre par le chat ou avec votre micro. Allô? Oui, oui, allô? Oui, ben proche de zéro dans le fond, vu que la valeur est continue. Oui, c'est exactement ça. Donc, étant donné que la loi normale est une loi continue, la surface sous la courbe pour une valeur précise vaut 0. Donc, on peut seulement avoir une surface pour un intervalle de valeur. OK. Il y a quelqu'un qui a marqué des normes dans le chat. Vous voulez dire la commande que vous utiliserez en R pour trouver la probabilité? Oui, je me demande en fait, si on utilise dnorm, est-ce que ça donne juste une probabilité qui est proche de 0 ou ça s'applique juste pas du tout? Ça ne s'applique juste pas du tout. Je ne suis même pas certaine que la fonction dnorm existe. OK, cool. Donc, avec les lois continues, on va toujours travailler sur un intervalle de données ou un intervalle de distribution. Donc, la loi normale centrée réduite, c'est un cas particulier de la loi normale où la moyenne est égale à 0 et l'écart type est égal à 1. Donc, on fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait un centrage-réduction. Donc, centrer, ça veut simplement dire qu'on soustrait la moyenne. Donc, on transforme nos données XI en soustrayant la moyenne, donc qui est représentée ici par X bar, et en la divisant par l'écart type, donc le S ici. Donc, ce qui nous donne la cote Z, donc le ZI
ici qui peut être utilisé avec la loi centrée réduite. Donc, la code Z, c'est simplement la variable centrée réduite. Et dans R, vous pouvez appliquer la fonction scale. Donc, la fonction scale, en fait, c'est appliqué à un vecteur et ça produit une matrice en une colonne. Donc, le but de cette transformation, c'est de se servir de la loi normale comme référence, car en transformant nos données, on a une moyenne de 0 et un écart type de 1. Donc, il y a quelqu'un qui demande, OK, vous n'avez pas compris pourquoi ça tend vers 0. Dans le fond, oui, non, c'est pas ça. Donc, c'est illustré ici, dans le fond. Donc, lorsqu'on cherche une valeur précise sur cette courbe, l'aire sur la courbe est représenté par cette ligne pointillée est considérée de 0 parce que l'aire peut pas vraiment être calculée, mais elle ne peut pas être calculée pour une valeur précise. Il faut que ce soit un intervalle de valeurs lorsque la variable est continue. Parce que dans le fond, ce qu'on fait en calculant les probabilités, donc en utilisant un p-norm, c'est on calcule l'aire sur la courbe. Mais si on veut la probabilité d'avoir une valeur exacte quand la variable est continue, mais quand notre distribution aussi est continue, cette probabilité est égale à 0 ou elle tend vers 0 parce que l'aire sur la courbe est tellement infime. Donc, on était rendu ici. Donc, ouais, c'est ça. Donc, avec la commande scale, vous pourrez centrer réduire vos données, vous permettant ainsi d'utiliser la loi normale comme loi de référence. Donc, la loi normale centrée réduite, elle a aussi en fait, elle ressemble très proche à ce qu'on vient de voir avec la loi normale. L'aire totale est égale à 1 et si on prend en fait, si on fait 1 moins la probabilité obtenue, on aura la probabilité le restant de l'aire sous la courbe. Et il y a 2 points d'inflexion également à 1 et moins 1 écart type. Donc, pourquoi la loi normale nous est utile? C'est parce qu'elle sert de référence car elle n'a pas d'unité. Lorsqu'on centre réduit nos données, nos données n'ont plus d'unité. Donc, on peut comparer plusieurs variables qui n'ont pas les mêmes unités. Donc, la transformation avec centrage réduction permet cette comparaison-là. Donc, donc, ça permet de mettre 2 variables qui n'ont pas les mêmes unités sur pied d'égalité avec une moyenne centrée sur 0. Et on divise par l'écart type parce que ça fait qu'on perd les unités lorsqu'on divise par la même unité. Donc, ici, le premier exemple, c'est simplement la valeur. On essaie de centrer réduire la valeur. Donc, on cherche la code Z de la valeur 50 de stress dans notre exemple précédent. Donc, dans un objet appelé rep, on a simplement fait 50 moins la moyenne divisée par l'écart type. Et ça nous donne 0,069. Si on veut tout centrer réduire d'une shot, dans le fond, donc trouver toutes les codes Z pour toutes les valeurs de stress, on utilise la commande scale avec la colonne stress qui correspond à notre variable dans notre objet appelé spot. Donc, scale vous permet de appliquer à un vecteur en fait, ça permet de convertir votre vecteur en des données centrées réduites
mais ça vous sort une matrice. Donc, en fait, ici, ça a été fait de façon manuelle, sans la commande. Et avec la commande, en fait, vous voyez que ça sort une matrice avec une colonne puis des lignes. Ouais, c'est ça. Donc, comme au dernier live, je vais vous montrer un peu la différence entre une matrice, un data frame et un vecteur. Donc, ici, ce n'est pas relié à cette matière directement, mais pour votre examen, c'est quand même important de savoir la différence entre un vecteur et un data frame ou une matrice. Donc, pensez à pourquoi il y a des virgules, en fait, ici et ici. Et, mettons, il n'y en a pas ici. Donc, la loi de Qui-Carré, donc, en fait, elle est construite par la somme de plusieurs lois, en fait, de plusieurs lois normales centrées et réduites qui sont mises au carré, d'où vient son nom. Donc, la forme de la courbe change en fonction des degrés de liberté, mais l'aire sur la courbe est égale tout le temps à 1. Donc, la loi de Qui-Carré, en fait, elle servira à tester si deux variables qualitatives sont liées. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre les couleurs des feuilles à l'automne et la couleur du ciel, mettons. Donc, dans R, la commande qui vous permet de trouver la probabilité avec une loi de Qui-Carré, c'est P-Shiz Q. Donc, Q ici, le premier argument qui est la valeur critique, le DF qui est le degré de liberté dénoté ici par V. Donc, en fait, ce n'est pas un V, c'est la lettre nue en grec. Et lowertail, l'argument lowertail qui demeure pareil. Donc, si je vous demande la probabilité en fait, la probabilité d'obtenir un Qui-Carré inférieur ou égal à 22,22 avec 8 degrés de liberté. Donc, dans le fond, ce symbolisme, ça vous dit de trouver la probabilité, donc alpha, d'obtenir un Qui-Carré inférieur ou égal à 22,22 avec les degrés de liberté en jaune ici. Donc, est-ce que, en utilisant la commande sur la diapo précédente, est-ce que quelqu'un pourrait soit dire ou écrire la commande qu'il utiliserait? OK. Il y a François qui marque P chez Q 22,22,8 et lowertail égale true. Oui, c'est exactement ça, dans le fond. Et donc, ça nous sort une probabilité de 0,99. Donc, ici, un deuxième exercice, donc la probabilité d'obtenir un Qui-Carré supérieur à 25 avec 16 degrés de liberté. Oui, il y a Zachary qui marque Pages 25,16, lowertail égale false. Oui, c'est ça. Donc, ça nous donne une probabilité de 0,069. Donc, comme la loi normale qu'on vient de voir, dans la loi de Qui-Carré, on peut aussi chercher la valeur critique correspondant à une probabilité alpha. Donc ça se fait avec la commande Q chez Q. Donc on met la probabilité alpha, les degrés de liberté et encore une fois, lowertail
selon si on cherche les valeurs X associées à une probabilité plus petite ou égale, ou si on cherche les valeurs X associées à une probabilité supérieure. Donc, si on fait un exemple, ici, on cherche le qui carré critique. Donc, ici, on vous fournit la probabilité de 0,75. Donc, en fait, on cherche le qui carré critique pour lequel il y a 75% de chances qu'un qui carré calculé soit inférieur ou égal à cette valeur critique pour 8 degrés de liberté. Donc, faites attention aux manières qu'on écrit le symbolisme, car ça nous indique les degrés de liberté, la probabilité, mais surtout le symbole ici qui va déterminer le lower tail. Donc, et ça va aussi nous dire si on cherche la valeur critique ou associée à une probabilité ou la probabilité elle-même. Donc, ici, on a utilisé la commande QChiz. On a mis la probabilité, donc de 0,75, 8, le degré de liberté. Et ici, le lower tail est égal à true parce qu'on cherche la probabilité, en fait, la valeur critique pour laquelle il y a 75% de chances qu'un qui carré calculé soit inférieur ou égal. Donc, J'ai une question. oui. On a survolé, là, à partir du qui carré, on a vraiment survolé là, pendant le cours théorique comme les lois. Là. OK. Puis ça veut dire quoi le qui carré? C'est si deux valeurs sont. Il y a comme une corrélation? Dans le fond, la loi de qui carré, c'est une loi qu'on va utiliser lorsqu'on cherche des corrélations entre deux variables qualitatives. Mais en ce moment, je comprends que ces lois demeurent comme sont très théoriques et ils vont avoir, selon le test statistique qu'on va utiliser dans la deuxième moitié du cours, donc même la semaine prochaine un peu, je pense. En fait, ouais, la semaine prochaine. Puis, on va choisir quelle distribution, donc quelle loi on va utiliser pour calculer la probabilité qui correspond à notre variable. Donc, pour l'instant, on apprend seulement à utiliser les différentes commandes qui vous permettent de calculer ces probabilités. Et vous verrez également que votre TP2, en fait, c'est des calculs comme on fait dans les exemples ici. Donc, ça demeure très théorique. Dans le fond, c'est différentes lois qui ont été bâties à partir de la loi normale pour différentes situations. OK, merci. Et dans différents contextes d'expérience, on va avoir des degrés de liberté qui vont être différents. En ce moment, les degrés de liberté, ça ne veut sûrement pas dire grand-chose pour vous et c'est tout à fait normal parce que quand on va l'appliquer à une situation concrète, donc quand on va faire des tests statistiques sur une expérience qui vous sera fournie, vous allez calculer les degrés de liberté et vous allez voir à quoi ça correspond de façon plus explicite. OK. Et donc, habituellement, par convention, alpha, ça désigne souvent la probabilité à droite. Donc, mettons, dans la littérature, souvent la probabilité de 0,05 est utilisée et elle désigne souvent le 5% supérieur. Mais ici, retenez-vous à ce qui est écrit dans l'énoncé et interprété avec le symbolisme inférieur à ou supérieur à. Donc, ici, on cherche la valeur critique qui correspond à un qui carré pour lequel il y a 25% de chances de calculer un qui carré qui est plus grand à cette valeur critique pour 8 degrés de liberté. Donc, on utilise la même commande QChiz avec notre probabilité 0,25. Le degré de liberté ici, étant donné qu'on a le signe supérieur, on utilise lower tail égale false. Je me demandais,
Oui, Si ce serait le signe plus grand ou égal, est-ce qu'on utiliserait encore lower tail false? oui, Ou est-ce oui. qu'on- Dans les lois continues, le signe égal, en fait, choisissez à partir du symbolisme inférieur ou supérieur. C'est vraiment dans les lois discrètes, donc la loi de Poisson puis la loi binomiale, que là, il faut faire attention à notre X, le premier argument, pour être sûr qu'il soit inclus ou exclu selon l'énoncé. Mais si c'était supérieur ou égal, on mettrait quand même lower tail égal false. OK, merci. Parce que comme on a dit, égal veut rien dire dans les lois continues, étant donné que égal, ça tend vers zéro. Comme on disait tantôt, si on cherche une valeur précise dans une loi continue, la probabilité tend vers zéro. Donc, la loi de Fisher, donc cette loi, elle est construite par le rapport entre deux variables distribuées aléatoirement, comme le qui carré, mais chacune est divisée par ses 2 degrés de liberté. Donc, on va utiliser cette loi qu'on voudra comparer deux variances dans deux populations, ou si on a plusieurs groupes de données, si on veut comparer plusieurs moyennes avec plusieurs groupes de données, comme on va faire avec les ANOVA. Hein, c'est des tests statistiques qu'on va voir plus tard. Donc, on a 2 valeurs de degré de liberté, donc nu1 et nu2, et l'air sous la courbe demeure égal à 1. Donc, la fonction, ici, je montre les 2 fonctions de trouver la probabilité et trouver la valeur critique dans la même diapo, parce que je pense que là, vous comprenez la logique. Donc, si c'est la probabilité, on met la valeur critique et on met les 2 degrés de liberté et lower tail. Et pour trouver la valeur critique, on met la probabilité, les degrés de liberté et lower tail aussi. Donc, dans ce exemple, on cherche la valeur de f critique pour lequel il y a 5% de chance qu'un f calculé soit supérieur ou égal à cette valeur critique pour 5 et 12 degrés de liberté. Donc, de façon plus schématique sur ce graphique, dans le fond, on cherche le 0,05, la probabilité pour laquelle il y a 5% de chance qu'un f calculé soit supérieur à cette valeur critique. Donc, on va utiliser la commande QF. On va mettre la probabilité, donc 0,05, les 2 degrés de liberté. Et étant donné que c'est supérieur, on va mettre lower tail égale false. Donc, ça va nous donner une valeur critique de 3,1. Et finalement, la loi de Student, donc, qui est centrée sur 0 et qui est symétrique des 2 bords. Donc, ça va servir à construire, la loi de Student, ça sert à construire des intervalles de confiance qu'on va voir lundi. Donc, et aussi à comparer 2 moyennes de 2 échantillons différentes ou à tester si 2 variables sont corrélées. Donc, la probabilité alpha, elle peut soit être unilatérale ou bilatérale. Ce que ça veut dire, unilatérale, c'est que alpha, si elle est unilatérale, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. OK, merci. Donc, si elle est unilatérale, alpha est soit placé complètement à gauche ou complètement à droite. Mais si elle est bilatérale, en fait, la moitié de l'alpha est placée à gauche et l'autre moitié est à droite. Et ils sont tout le temps égaux. Donc, c'est tout le temps divisé par 2. Donc, si on cherche l'une des 2 probabilités, on peut simplement multiplier par 2, étant donné que la loi est symétrique. Donc, cette distribution change en fonction des degrés de liberté. Et en fait, cette distribution a été créée lorsque le degré de liberté n tend vers l'infini. Et donc, la loi de T de Student tend vers une loi normale centrée réduite. Donc,
c'est la même logique. Donc, pour trouver les probabilités, c'est la fonction PT avec la valeur critique, degré de liberté et le lower tail. Donc, ça représente l'aire sur la courbe. Et pour trouver la valeur critique, c'est la fonction QT avec la probabilité cette fois-ci, comme premier argument. Donc, ici, le seuil alpha, ça correspond à la probabilité d'avoir une valeur T de student qui est supérieure. Donc, c'est-à-dire que la probabilité que T dépasse une certaine valeur critique. Et donc, cette valeur critique est définie en fonction du seuil de probabilité et du nombre de degrés de liberté. Donc, et ce seuil alpha, il peut soit être unilatéral, comme je disais tantôt, ou bilatéral, donc soit placé tout d'un bord. Donc, il peut être ici, il est placé tout à droite, mais il peut aussi être tout à gauche, ou des deux bords. Et la notation va différer, le symbolisme va différer selon s'il est unilatéral ou bilatéral. Donc, bilatéral, on va utiliser la valeur absolue. Et ici aussi, il y a un alpha. On va mettre un alpha sur 2 pour indiquer qu'il est bilatéral. Donc, ici, on veut trouver la probabilité. En fait, quelle est la probabilité d'obtenir une valeur T de student qui est supérieure ou égale à 0,2 pour 9 degrés de liberté. Donc, vous pouvez le marquer dans le chat ou vous pouvez allumer votre micro. Oui, il y a François qui a écrit PT 0,29 lower tail égale false. Oui, c'est ça. Donc, ça nous donne une probabilité de 0,57. Donc, on va faire un autre exemple. Donc, ici, on cherche la probabilité d'avoir, en fait, on cherche l'aire sur la courbe qui correspond, qui est entre une valeur T de négatif 2 et 2 comme valeur critique avec 3 degrés de liberté. Donc, lorsqu'on a cette notation, ou si elle se trouvait entre valeurs absolues, on sait que c'est bilatéral. Et on cherche cette surface centrale ici en blanc. Et il y a en fait 4 façons de la calculer. Donc, la surface de rejet à gauche, c'est de la valeur négative. Et en fait, c'est la même que celle qui est à droite, donc la valeur positive, comme la loi de Student est symétrique autour de 0. Donc, on peut chercher une des deux probabilités et la multiplier par 2. Donc, comme je disais, il y a 4 façons de le faire. Donc, on peut soit faire PT moins 2, 3 pour le degré de liberté, lower tail égale false. Donc, on va chercher tout ce qui est en rouge ici. Et on va soustraire, en fait, cette partie en rouge qui est l'excédent. Donc, étant donné qu'on cherche, on veut isoler cette partie en jaune. Donc, tout ce que ça représente, ce schéma et cette commande, c'est en fait la probabilité de cette zone ici en jaune qu'on trouve en utilisant en faisant cette soustraction à l'écran. Donc, l'autre façon de le faire, c'est d'utiliser lower tail égale true. Donc, on fait en PT 2 pour la valeur critique ici, 3 pour le degré de liberté et lower tail égale true. Donc, on va aller chercher toute cette partie en bleu parce que quand on fait true, ça va du côté gauche jusqu'à la valeur critique qu'on a mis dans la commande.
et on soustrait cette petite partie en bleu à gauche. Donc, PT moins 2, 3 pour le degré de liberté et lower till égale true pour chercher simplement cette zone. Donc, ça nous donne la même probabilité centrale qu'on essaie de chercher ici. Ou on peut simplement faire, étant donné qu'on sait que l'air sous la courbe est égal à 1, on peut faire 1 moins et soustraire 2 fois cette petite portion qui correspond aux deux extrêmes. Et ces deux extrêmes sont identiques, donc c'est pour ça qu'on les multiplie par 2. Et il y a deux façons de le faire, donc en utilisant soit lower till égale true, donc avec cette partie, avec l'équation du haut, on va chercher la partie qui correspond à la partie à gauche, ou avec le lower till égale false, on va chercher la partie à droite, mais dans les deux cas, on les multiplie par 2, étant donné que c'est égal des deux bords, et on soustrait cette multiplication de 1 pour avoir la probabilité centrale. Donc, ici, cet exemple, c'est en fait, on cherche la valeur critique de T qui correspond pour laquelle la probabilité d'obtenir une valeur plus grande est égale à la valeur de T avec 28 degrés de liberté. En fait, on a la probabilité qui est de 10%, donc 0,1, et on cherche la valeur critique pour laquelle cette probabilité, pour laquelle on peut obtenir cette probabilité ou plus grande à 28 degrés de liberté. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on cherche les valeurs qui sont à droite, donc le 10% qui est à droite. Donc ici, on n'a pas de notre T ici n'est pas placé entre deux valeurs où il n'est pas absolu. Donc, on sait que notre alpha, notre 10% est placé complètement à droite avec ce signe de supérieur à. Donc, c'est avec la fonction QT. Donc, on met 0,1, 0,28 pour le degré de liberté et lower till égale false. Donc, on a presque fini. Donc, là, c'est un peu la même chose qu'on a fait tantôt, mais cette fois-ci, on trouve la valeur critique. Donc, au lieu de trouver la probabilité. Donc, on va trouver la valeur critique pour laquelle la probabilité de la valeur absolue d'une valeur aléatoire soit plus grande que T à 42 degrés de liberté à 1 moins alpha sur 2. Donc, 1 moins alpha sur 2, soit de 0,7, donc 70%. Donc, la façon de voir ça, c'est qu'on va trouver le T critique pour lequel il y a 70% de chance pour qu'un T calculé soit moins extrême que ses valeurs critiques pour 42 degrés de liberté. Donc, en fait, ce que ça désigne, c'est en fait d'avoir le 70% au milieu, donc la surface qui est à l'intérieur de cette distribution. Donc, entre les deux valeurs critiques qu'on recherche. Donc, le plus simple dans ce cas-là, c'est de tourner le signe. Donc, ici, on a mis ça supérieur à, et on a, au lieu d'avoir 1 moins alpha, donc 1 moins alpha, dans le fond, tout ce que ça nous dit, c'est que le 70%, le 0,7 ici, est la partie centrale. Donc, si 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,7, donc alpha sur 2 est égal à 30. Donc, si on a 70% ici, le 30% est réparti dans les parties blanches. Donc, on va trouver le T critique pour lequel il y a 30% de chance qu'un T calculé soit supérieur à cette valeur critique pour 42 degrés de liberté. Donc, en valeur absolue, c'est supérieur à 30%, et si on utilise inférieur, on met le 70% du centre ici.
Donc ici, le moins extrême, ça veut dire qu'on cherche une valeur critique pour une probabilité bilatérale. Donc, on doit partager la surface de rejet à gauche, donc dans les valeurs négatives, et à droite, donc dans les valeurs positives. Donc, on cherche des deux côtés car le T42 ici, la valeur critique T42 est entre valeurs absolues. Donc, c'est bilatéral. Donc, comme je disais, on peut retourner le signe. Donc, on peut faire l'inverse et ça va être plus facile de le faire en R comme ça. Donc, on utilise Qt et on a mis 0,15 comme probabilité parce qu'on doit se rappeler que lorsqu'on a alpha sur 2, il faut diviser cette probabilité par 2. Donc, 0,15, 42 degrés de liberté et lower till égale false car on cherche ici la valeur supérieure. Donc, ça nous donne 1,04. Et pour trouver le T critique pour lequel il y a 70% de probabilité, donc 1 moins alpha, qu'un T calculé soit moins extrême que ces deux valeurs critiques pour 42 degrés de liberté. Donc, c'est toujours ça ce qu'on cherche. Donc, ici, on essaie simplement de représenter 1 moins alpha. Donc, 1, c'est en fait 1 moins alpha sur 2. Donc, 1, ça correspond à toute la partie en vert et alpha sur 2, c'est dans le fond les extrêmes. Donc, on illustre ça de manière différente. Donc, ça peut être soit l'extrême à gauche ou l'extrême à droite. Et donc, au final, on demande de trouver le T critique pour lequel il y a 70% de chances qu'un T calculé soit moins extrême que ces deux valeurs critiques. Donc, la valeur critique ici, donc dans les négatifs à gauche et la valeur critique à droite, donc dans les valeurs positives. Donc, on cherche la partie centrale ici. Donc, vu qu'on avait trouvé que c'était égal à 1,04 avec notre commande Qt, c'est la même valeur du côté négatif étant donné que la loi est symétrique autour de 0. Donc, cette zone en jaune, ça représente où 70% des valeurs sont inférieures au T critique à 42 degrés de liberté. T critique en valeur absolue. Donc, encore une fois, ici, c'est la même représentation. Et donc, ici, ça illustre les deux méthodes qui sont équivalentes, donc qu'on aurait pu employer. Donc, celle qu'on a employée, c'était avec le 0,15, le Qt, en utilisant cette probabilité-là, mais on aurait pu également faire Qt 0,85, donc le 85%, ça vient du 70% central, qui était déjà indiqué ici, plus 15%, donc le 15% ici, et 42 degrés de liberté, lower till égale true, parce qu'on cherche à avoir la valeur critique associée au 85% supérieur ici, et on aurait eu la même valeur. Et finalement, ici, vous avez un tableau résumé avec toutes les fonctions, toutes les commandes qu'on a vues. Donc, lorsque, en fait, les fonctions de densité existent pour les variables, pour les lois continues, mais je ne crois pas qu'on va les utiliser. Donc, vous avez les fonctions de probabilité et de valeur critique de chaque loi et de densité qui vont être utiles pour pour les lois discrètes, donc les lois binomiales et les lois de Poisson. Et donc, juste un petit rappel que le TP1 est à remettre demain et vous pouvez déjà faire une bonne partie du TP2 qui est à remettre le 20 mai. Pour ce qui est des probabilités,
et des valeurs critiques, je vous conseille vraiment de faire des schémas comme vous avez vu, j'en avais plusieurs. Donc, ça peut vraiment vous aider à visualiser ce que vous cherchez et même à l'examen, ça peut vous aider. Et j'ai reçu, avant que vous partiez en pause, j'ai reçu plusieurs questions par rapport aux commandes qui n'ont pas toutes été montrées pendant le laïus relié au TP1. Et je vous conseille vraiment non seulement pour le TP1, mais pour l'examen, de refaire le fichier ours.txt qui est associé à la console R intro de R ou qui s'appelle quelque chose comme ça. Et aussi le fichier Singvito. C'est super important de savoir manipuler des graphiques pour votre examen dans R et savoir manipuler toutes les commandes de rowbind, cbind et de savoir les différences entre un vecteur ou une matrice. Et si quelqu'un a résolu la question de la moyenne que j'ai posée la semaine passée, vous pouvez me contacter pendant la période d'aide pour voir si vous avez la bonne réponse. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes. Vous pouvez retourner à 14h30 et ça va donner le temps à moi et Laurence de vous diviser en groupes. Excuse-moi, Oui. Laurie, avant de partir, j'arrive pas à comprendre comment je dois mettre mon titre en diagramme à moustache. Est-ce que c'est le même? On peut vous venir aider pendant la période d'aide. Parce que ça, c'est comme une question juste pour vous. D'accord. Okay. Donc, on va tout. Je sais que le TP1 est à remettre demain, donc on sera là pour répondre à toutes vos questions. D'accord, merci beaucoup. Parce que ça va être plus facile avec le partage d'écran quand on le fait un à un que juste vous l'expliquer en mots. D'accord, merci. D'accord.